Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel atelier débat de l'année 2025. Il va clôturer effectivement notre série d'ateliers débat de l'année 2025 puisque nous serons en trêve des confiseurs avec les fêtes de Noël et de fin d'année et où tous vous allez retrouver vos familles. Je remercie encore pour cette année la maison de la Fédération des travaux publics qui nous accueille dans ces différents amphithéâtres et les outils techniques qui sont mis à notre disposition pour que nous puissions vivre pleinement tous ces échanges que nous avons avec nos personnalités. Aujourd'hui, notre président Dominique Bussereau reçoit notre invité d'honneur qui est monsieur le maire Karim Bouamram, maire de Saint-Ouen-sur-Seine et vice-président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Monsieur Karim Bouamram, vous avez aussi été le seul maire français présent à Belém lors des travaux internationaux sur le climat, témoignant ainsi à la fois votre engagement fort pour la transition énergétique, mais également votre volonté d'y associer les jeunes générations. Monsieur le maire, alors qu'à l'échelle nationale, la discussion politique est paralysée par l'instabilité tant de l'Assemblée que du gouvernement, les collectivités locales peuvent être un levier d'action essentiel pour poursuivre et accélérer la stratégie de la transition énergétique qui reste plus que jamais nécessaire. En effet, c'est au niveau local que sont définis puis réalisés les programmes de rénovation énergétique sur le terrain et d'organisation de la mobilité locale. Donc on touche bien tous nos sujets qui sont étudiés chez Équilibre des énergies. C'est aussi à cet échelon que les enjeux environnementaux sont intégrés dans les marchés publics locaux. À l'approche des élections municipales, parce qu'il faudra bien en parler un peu, le déploiement de ces programmes et la question de leur pérennité seront déterminants et seront des marqueurs essentiels des projets portés par les candidats. Monsieur le maire, encore merci d'avoir accepté notre invitation et je donne la parole à notre président qui vous reçoit officiellement. Merci à toi, Karim, de ta présence. Gilles Rogers Boudbien a oublié dans son topo une présidence de Karim qui pour moi est très importante, c'est la Société du Grand Paris qui porte quand même 200 km de lignes nouvelles, de métro automatique et plus de 60 gares qui sont chacune un objet architectural. Et il a repris la présidence à un moment où la SGP était quand même un peu en difficulté, en particulier de tenir ses objectifs et ses délais, même si elle ne les tient pas encore, parce qu'ils étaient certainement très sous-évalués au départ lorsque le projet a été lancé. Voilà, donc c'est un projet que les Français connaissent peu. La France est le pays du monde où il y a eu le plus de tunneliers rassemblés pendant quelques années. Tout ça est passé un peu dans l'indifférence générale. Alors maintenant, on voit quelques reportages télévisés parce que la beauté des stations fait que les caméras de télévision viennent s'y attarder. Mais c'est un projet fabuleux, hein, avec beaucoup de capitales européennes et dans le monde où une grande ville nous envie. Et c'est vrai, et je termine là-dessus, que dans tous les mandats politiques, vous voyez les études d'opinion, le mandat préféré de nos compatriotes, c'est le mandat de maire. Moi, j'ai été député, j'ai été ministre, les gens s'en foutent. Ça a une confiance limitée, surtout par les temps actuels d'instabilité gouvernementale et parlementaire. Mais les maires qui agissent sur le terrain sont évidemment en première ligne. Et je connais bien, en tant qu'ancien président des départements de France, j'ai beaucoup travaillé avec le président Troussel dans ton département. Et la Seine-Saint-Denis, évidemment, a été au cœur des préoccupations des Français avec les JO. Elle a parfaitement tenu son rang et elle en a tiré les bénéfices nécessaires pour essayer de lutter contre certaines formes de sous-investissement qui existent encore dans ce département politiquement, économiquement difficile. Voilà, Karim, on est très heureux de t'entendre. Quelques mois des municipales, comme le disait Gilles. On voit bien dans les municipales, évidemment, le sujet sécurité va être un sujet majeur. On le voit là aussi dans toutes les études d'opinion. Mais les sujets environnementaux, de transformation,
sont également au cœur des sujets, peut-être moins prégnants dans l'esprit de nos compatriotes, mais c'est un message que tu porteras certainement et nous sommes heureux à Équilibre des énergies de t'accueillir. Honnêtement, c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce matin, parce que comme on l'évoquait avec Gilles Roger, et tu l'évoquais, le mandat de maire, ça donne la possibilité d'avoir énormément de réunions où la proximité prévaut, et surtout la qualité. Et à l'aune des municipales, on voit à quel point on change de paradigme. Tu l'as évoqué, j'étais au Brésil à Belém avec une délégation de 30 jeunes, d'une part pour évoquer les enjeux environnementaux pour toute une génération, mais surtout les sensibiliser sur le fait que le changement de paradigme viendra des collectivités territoriales. Et hier soir, jusqu'à 1h du matin, nous étions en train de voter le budget au conseil municipal de Saint-Ouen, et c'était assez cocasse, parce que lors de l'intervention du groupe supposé porter l'écologie, pas une seule fois, le mot écologie a été prononcé. Pourquoi je parle de ça ? Parce que le changement de paradigme politique est réel. L'écologie, c'est transpartisan. L'écologie, ce n'est plus l'apanage d'un parti, d'une idéologie ou d'un clan. L'idéologie, c'est l'écologie. Aujourd'hui, c'est comment mieux respirer, mieux se déplacer, mieux manger et mieux se chauffer. À ce titre, tu l'as évoqué, cher Dominique, le projet de la Cité du Grand Paris a été l'exemple même que lorsqu'il y a une volonté politique transpartisane, quelles que soient les évolutions calendaires, on arrive à faire en sorte que la technologie, le savoir-faire à la française peut améliorer concrètement la vie des gens avec le triptyque logement, qualité environnementale, mobilité. Alors moi, ce que j'attends de ce type d'échange, c'est, en voyant la liste des invités, c'est pouvoir bénéficier des retours très concrets en termes d'expertise pour que, en tant que maire, je puisse vous faire le retour très concret de ce que nous avons fait en termes de logement. Comment on a utilisé les Jeux Olympiques comme accélérateur de particules pour changer de paradigme en termes de politique énergétique. Ce que nous avons fait en termes de mobilité, que ce soit les mobilités alternatives, les mobilités douces, mais que ce soit aussi la réappropriation de l'espace fluvial, que ce soit aussi en termes de prévention sur la qualité alimentaire, parce qu'on ne peut pas parler d'énergie sans parler de chauffage, mais sans parler aussi de ce qu'on a dans nos assiettes et comment éviter la fracture sociale au regard d'un enjeu du mieux manger. Et, dernier point, comment on arrive à répondre à un élément déterminant en bout de course, qui est la fracture sociale, c'est-à-dire 30% des Français qui n'arrivent pas à payer leurs factures chaque fin de mois. Voilà, chers amis, si vous souhaitez qu'on embraye tout de suite sur les questions, débat, et moi j'ai dit, comme on dit dans les milieux autorisés. Sur la rénovation énergétique des copros. Vous voyez, très technique, mais pour m'être penché sur ce sujet-là, aujourd'hui, il y a des aides de l'État. Il y a l'argent que les copropriétaires peuvent mettre dans la rénovation énergétique de leur copropriété. Et il y a un reste à charge. On peut faire en sorte qu'il soit le plus faible possible, mais il y a quand même un reste à charge. L'avantage d'une rénovation énergétique d'une copro, c'est qu'on gagne en confort et on diminue sa facture d'énergie. Et on contribue évidemment à la réduction des émissions de CO2 grâce à une moindre utilisation d'énergie. Comment on ne peut pas inventer une ingénierie financière pour aider notamment les ménages modestes à pouvoir contribuer à ça en étalant sur le long terme grâce à des garanties de financement, etc. Ce qui permettrait peut-être de compenser, en tout cas dans une plus grande mesure, le reste à charge qui aujourd'hui freine finalement tous ces projets. Nous avons un bailleur qui s'appelle la Société économique mixte de Saint-Ouen, qui comprend 6 000 logements. Alors vous avez un gros problème, cher Emmanuel, parce qu'une bonne partie des logements ont été construits dans les années 70-80, où la philosophie était très louable, du logement pour tous, avec une stratification pour les experts, PLAI, LAI, PLUS. L'objectif, c'était du logement social, du logement pour tous, quelle que soit son origine sociale. Sauf que
Le sauf que, et c'est là où votre intervention prend tout son sens. Le sauf que, c'est qu'on n'a pas anticipé les évolutions énergétiques. C'est bien que vous avez quasiment un locataire sur 3 dans ma ville qui était en incapacité à pouvoir régler son problème de charge. Le plus gros mouvement social que j'ai eu à affronter cette année dans ma ville, c'est un problème de charge. Je me suis réveillé un matin, on m'appelle, on me dit il y a 250 personnes qui manifestent devant la mairie parce qu'ils avaient reçu leur quittancement, c'est très concret, avec la guerre en Ukraine, l'inflation, on a une explosion des charges. Mais le troisième élément qui est plus systémique, qui est plus structurel, c'est ce que vous venez de décrire. Le problème de rénovation. Donc nous, on a pu pallier ce problème économique par un fonds qu'on a créé. Mais j'ai envie de dire, ça a été une cautérisation. Ça a été un cautère dans une jambe de bois. Là où il y a une peine qui concerne ceux qui vivent dans le privé, dans les copros privés, c'est qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'un fonds. Et c'est là où, comme dirait Shakespeare, démarre l'embarras. Il faut effectivement maximiser tous les dispositifs qui existent en utilisant la puissance publique pour faire le lien avec les copros privés et les habitantes et les habitantes qui souffrent de la fracture énergétique. Les dispositifs existent. Le problème qu'il y a, c'est que, il y a une gabegie administrative. Et là, pour le coup, lorsqu'on parlait d'aspect transpartisan, Jean-Louis Borloo a écrit là-dessus. Aujourd'hui, c'est moins chronophage, énergivore et impactant sur le plan psychologique de se dire je vais payer que je vais remplir la tonne de documents qu'on nous demande pour pouvoir bénéficier des différents dispositifs au niveau des copros. Souvent, les copros, ce sont des bénévoles. C'est toujours la même personne qui scoltine les différents dossiers. Donc, ce que je propose concrètement, c'est ce qu'on a mis en place au niveau local pour la puissance publique quand on a un bailleur public, le faire en lien avec l'État, avec le département, avec les différentes instances. J'en ai parlé avec le président de la métropole qui, justement, a des outils, a des dispositifs pour promouvoir la transition énergétique. Mais le problème, il y a une méconnaissance, il y a un problème de ressources et il y a aussi un problème de moyens parce que souvent, les aides apportées sont au maximum à 30-40% de ce qu'ils devraient apporter. Donc voilà sur le sujet copro. Moi, je voudrais compléter un peu la question d'Emmanuel. Que penses-tu des allers-retours permanents sur MaPrimeRénov' et ce genre de politique? On voit bien que dans le PLF, qui est loin d'être stabilisé, a été voté par le Sénat hier, mais ça n'ira pas plus loin, il y a des allers-retours permanents qui mettent en cause les politiques publiques. Comment tu vis ça et tu ressens ça en tant qu'élu? Comme tu l'as ressenti en tant que maire, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Aujourd'hui, je prends toujours le parallèle. Ce qu'on voit avec la prime rénov', c'est exactement ce qu'on voit lorsqu'on veut rénover un trottoir ou quand on veut construire un stade ou monter une usine. C'est que notre pays souffre trop d'une superposition de couches qui fait que, au final, la citoyenne, le citoyen, l'administré se décourage et se détache du politique. Et malgré l'existence de dispositifs comme celui que tu viens d'évoquer, la prime rénov', c'est ingérable. C'est ingérable pour la maire. Et j'ai la chance d'être une ville de 60 000 habitants avec les moyens de nos ambitions. Donc je peux mettre à disposition du manpower, je peux mettre à disposition, j'ai une équipe développement durable, transition énergétique, qui du matin au soir a un job, c'est d'aller chercher tous les dispositifs pour pouvoir faire en sorte que les administrés puissent en bénéficier. Mais quand vous allez à Saint-Cas ou quand vous allez dans une ville ou un village en Charente ou dans les Cévennes, c'est impossible. Donc ces allers-retours, pour te dire en frontal, Dominique, ça tue le politique et ça tue la relation de proximité. Et ça alimente les extrêmes en disant ça ne sert à rien de voter. Donc là, c'est une question pas seulement écologique, pas seulement énergétique, pas seulement politique, c'est une question de souveraineté, c'est une question de crédibilité par rapport à nos institutions. Et tant qu'il y aura une multitude
de process administratifs qui ne seront pas pour servir l'administré, mais pour servir la mesure, pour protéger la mesure, on arrivera à ce type de gabegie comme on l'a avec la prime rénov et les multiples allers-retours. Alors, je ne reviendrai même pas sur ce qui vient d'être décrit, sur les atermoiements des navettes, des débats politiques actuels avec ce qu'on a pu voir avec le PLFSS et ce qu'on va voir avec le PLF, qui, pour le coup, ne fait qu'empirer la situation. Le pragmatisme en fait de collectivité doit prévaloir. On est d'accord là-dessus. Et effectivement, les copros, mais aussi les individus, enfin les particuliers, n'ont pas ni les ressources en termes de connaissances, ni même les ressources techniques pour instruire les documents, l'ensemble des documents qui leur est demandé dans le cadre de la rénovation énergétique. Et alors là, la vraie difficulté, c'est que l'État impose que les dossiers soient individualisés. C'est-à-dire que Morissette Chombier est obligée, lorsqu'elle veut changer ses fenêtres, par exemple, doit elle-même préparer les documents, lors même qu'elle en est incapable parce qu'elle ne sait même pas les rassembler. Et là, pour le coup, la collectivité, si tant est que le législateur accepte de faire évoluer la réglementation, la collectivité peut jouer un rôle en termes de mutualisation. Ce d'autant plus que la plupart des acteurs de la rénovation énergétique, les techniciens, s'entend, ne s'occupent absolument pas de la recherche notamment des obligés, c'est-à-dire de ceux qui vont, par exemple, participer financièrement à la rénovation énergétique. D'où la question ou la suggestion de dire pourquoi les collectivités, dans le cadre de ce millefeuille que l'on déplore tous, ne joueraient pas l'aspect collectif en créant éventuellement des accords cadres, comme les acteurs automobiles l'ont fait dans le cadre de l'évolution pour les aides à l'acquisition de véhicules électriques, donc un accord cadre qui ensuite permettrait pour les administrés d'une collectivité d'aller chercher les aides qui pourraient être croisées. Parce que bien souvent, entre le fonds vert, le leader programme, les aides des C2E, on arrive à des taux de financement qui sont tout à fait intéressants. Ce d'autant plus quand on arrive sur le secteur social avec des bonifications qui sont extrêmement substantielles. D'où la question, est-ce qu'on ne devrait pas, à un moment, pousser ce type de mutualisation, ce d'autant plus que ça permettrait de sélectionner, les obligés, deux, éventuellement, des pôles d'opérateurs techniques pour éviter l'éco-délinquance que l'on a pu connaître et qui a suscité tous ces contrôles et cette réticence de l'État. Dominique, en tant qu'ancien parlementaire et ancien ministre, et surtout en tant qu'ancien maire, pourra confirmer, conforter mon propos. Beaucoup parlent, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est le gros problème des collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'on se limite souvent à des concepts à la mode, des concepts valises, mais on oublie le basique, c'est-à-dire comment améliorer la vie des gens, comment améliorer le pouvoir d'achat des gens par rapport à ce qu'ils doivent payer à la fin. Effectivement, vous avez raison, les dispositifs existent, mais comme Madame Lefebvre ou Madame Ben Slimani doit bénéficier de ce dispositif, c'est plus facile de faire une thèse sur l'anthropologie colombienne au XVIIe siècle que remplir un dossier de la sorte. Donc, nous, on a été la ville qui a bénéficié en proportion du plus grand taux de fonds verts. Encore une fois, parce qu'on avait les moyens de nos ambitions. Mais la ville d'à côté, relativement pauvre, Île-Saint-Denis ou Villetaneuse, n'ont pas pu en bénéficier parce qu'ils n'avaient pas la ressource, ils n'avaient pas le savoir-faire et le faire savoir. Je pense que ça peut et ça doit être le rôle des entités intermédiaires. Je pense au département, je pense à la région. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement ? Moi, j'ai mis en place des managers environnementaux. Donc, on répertorie toutes celles et ceux qui peuvent bénéficier de ce type de dispositif et on les assiste, on les accompagne. Pour parler de façon économique, on les incube, mais sur le plan énergétique, et on fait en sorte que leur dossier soit rempli pour qu'ils puissent aller jusqu'à 75% parfois d'aide et éviter justement cette fracture énergétique qui a engendré une grosse manifestation chez moi. Ensuite,
le second problème, c'est ce qu'on évoquait par rapport à la prime rénov' aussi. C'est la fluctuation et le flou juridico-légal dans lequel on se trouve depuis la dissolution. Il ne faut pas le nier. Donc là, on a un gros problème. On est dans un tunnel. Hier, je vote mon budget. Sur la partie énergétique, environnementale, j'ai un trou potentiel qui va de 1 à 2 millions parce qu'on ne sait pas si on va être en loi spéciale, si on va être en ordonnance, si le budget va être voté, s'il va y avoir des modifications. Donc on est un peu dans l'expectative qui fait que depuis 2 ans, on a du mal à optimiser tous ces différents dispositifs. Mais le gros problème, à 90% du problème, si on arrive à mettre en place une politique avec du manpower en direction de la population, on arrivera effectivement à pallier ce sujet. Dans une ville comme la tienne, Chantilly, comme la vôtre, pardon, je dis en tant que collègue, futur maire, donc on va se tutoyer. Attends, on va pour la gagne là-haut. Ah oui, donc futur maire. Donc je pense que le gros challenge, ça va être surtout celui-ci, c'est faire connaître, accompagner et montrer ce qu'on appelle de façon angliciste le use case, le cas d'usage. Et là, ça va apporter de la crédibilité. Et là, on va se dire, ça vaut le coup de voter. Juste, si vous le permettez, un point complémentaire. Il ne faut pas accuser le millefeuille. Seuls les technocrates parisiens accusent le millefeuille parce qu'ils ne connaissent pas le terrain. Surtout quand ils deviennent président de la République et qui n'ont jamais été élus local auparavant. Le millefeuille... Je ne sais pas. Tranquille. Je suis plus politique, mais il y a des réflexes. Non. J'ai voté pour ce président contre le RN, naturellement, mais il n'empêche que ce n'est pas la décentralisation aucune politique de décentralisation n'aura été menée pendant ces 10 ans. Bon, peut-être dans les semaines à venir, puisque le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé un texte de décentralisation, et j'espère qu'il viendra rapidement. Le millefeuille n'est pas le problème, parce que le millefeuille, c'est au contraire du bénévolat. 35 000 communes, 35 500 communes, c'est un paquet de bénévoles qui sinon seraient remplacés par des fonctionnaires municipaux quand les bénévoles font le travail. Moi j'ai vu dans ma circonscription rurale de la Charente-Maritime, les maires réparer eux-mêmes l'église, refaire avec leur conseil municipal la voirie, qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir des employés municipaux. Donc tout ça n'est pas à remettre en cause. Ce qui est à remettre en cause, ce qui correspond à la réponse de Karim, c'est le fait que les collectivités ne sont pas assez spécialisées et que beaucoup de compétences sont réparties de manière incompréhensible pour nos concitoyens. Et en particulier dans tous les dispositifs, naturellement, touchant à l'énergie et à la rénovation. Il faut savoir qui fait quoi. J'ai une anecdote qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Pendant le Covid, dans mon département de la Charente-Maritime, j'apprends un jour par un journaliste, par hasard, que dans une petite ville de 8 000 habitants, il y a eu dans un EHPAD 13 morts la semaine précédente. 13 morts. Les EHPAD dépendent à la fois du département et de l'Agence régionale de santé. J'appelle mon directeur général des services, j'étais président du département, et je lui demande, est-ce que c'est remonté à nous? Rien n'était remonté dans le département. J'appelle le maire de la commune, et je lui dis, est-ce que tu es au courant? Cet EHPAD est à 100 mètres de la mairie, en plein cœur de ville. Tu n'es pas au courant, personne ne l'avait mis au courant. J'appelle le préfet qui tombe de sa chaise, et je finis par appeler finalement le ministre, Olivier Véran. Je dis, alors Olivier, est-ce que t'es remonté par tes différentes directions, par l'ARS, le fait que dans un EHPAD, dans une petite ville, il y a eu 13 morts en une semaine? Pas du tout. Et en réalité, l'ARS avait géré ça à sa manière, sans informer quiconque, en envoyant des mails, des copies de mails. Alors, quand un préfet reçoit 50 copies de mails dans la même journée, pas sûr qu'il les lise. Voilà, donc c'est ce manque de spécialisation. Il faudrait que chaque compétence soit associée à une collectivité et non pas qu'il y ait ces partages qui fait qu'on ne s'y retrouve pas. Donc ce n'est pas tellement le millefeuille qui est en cause, c'est le mauvais fonctionnement des acteurs du millefeuille et de l'État qui essaye toujours de garder des compétences, même dans des domaines où il pourrait complètement, je pense à l'emploi, je pense à l'activité économique, pourrait complètement les donner à des collectivités qui le feraient mieux de plus près. On parle bien d'optimisation du millefeuille avec un exemple très précis. Je pense au fonds vert. Le fonds vert qui est ordonnancé
par la région. Il n'y a pas un particulier qui sache que le fonds vert existe déjà. Et dans le cadre de cet accord cadre dont je parlais précédemment, il aurait deux vertus. La première, c'est effectivement de créer un partenariat naturel entre la mairie et la région pour aller chercher ce fonds vert, avec un système d'instruction des dossiers qui pourrait être largement optimisé, optimisation donc du millefeuille administratif dont on parlait tout à l'heure. Et le deuxième point, c'est que ça permettrait surtout d'assurer aux obligés, qui du coup ne bouderaient pas leur plaisir, d'avoir leur fonds absorbés par des collectivités dans un cadre réglementé, cadré et assuré. Et pour le coup, on évite les déperditions. On arrive là en fin de 5e période. La 6e va s'ouvrir au 1er janvier. C'est une ère nouvelle avec une dimension sociale qui va être extrêmement importante. Et là, pour le coup, on pourrait assurer avec cette petite évolution qui serait un petit peu collectiviste, mais qui peut être tout à fait vertueuse, ça permettrait d'optimiser les fonds qui sont mis à la disposition des collectivités comme des particuliers pour la rénovation énergétique. Je voulais avoir votre avis sur une proposition qui a été faite, je crois, par le vice-président de l'Association des maires de France, qui réagissait au fait que les communes et les collectivités locales en général ont un plafond d'endettement à, je crois, entre 10 et 15 années de fonctionnement, et un certain nombre de communes sont au plafond. Et donc, pour développer de la rénovation énergétique, les énergies renouvelables, elles se retrouvent devant deux solutions. Soit partir sur un contrat de long terme avec un opérateur privé qui va internaliser le financement. Ça, c'est possible, mais toutes ne le souhaitent pas. Ou essayer de s'endetter, et idéalement, sur la duration de l'actif qu'elles vont construire. Et alors, pour ce que je connais de la géothermie, on est sur 15 à 30 ans. Et là, on dépasse largement les durées légales. Donc ce vice-président disait on devrait créer une sorte de poche d'endettement hors bilan qui serve à financer des actifs dans la rénovation énergétique qui vont s'amortir sur 30 ans. On n'est pas sur du fonctionnement, on est sur l'investissement de long terme, ça aurait du sens. Est-ce que c'est une idée qui vous paraît pertinente ? La géothermie, donc effectivement, on connaît parfaitement ce sujet-là. Ça nous a donné la possibilité d'accélérer très concrètement, avec des métriques très concrètes, notre politique énergétique au village des athlètes, village olympique, donc, qui est désormais alimenté à 70% par de la géothermie. Donc et c'est très concret pour les administrés. On a baissé quasiment d'un tiers des gaz à effet de serre, notamment associés à la flotte de véhicules électriques, chez nous, à Saint-Ouen, donc c'est deuxième élément. Et dans le cadre d'un dispositif, et là pour le coup on a optimisé pas la relation du millefeuille, mais la relation avec l'État, on a pu bénéficier d'une politique allant dans cette direction dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine qui s'appelle l'ANRU, lancé dans les années 80 par Jean-Luc Borloo, qui nous donne la possibilité de rénover 1700 logements avec 500 démolitions, une rénovation, une réhabilitation, une végétalisation, une augmentation de la géothermie. Donc ça, c'est pour l'aspect géothermie. Sur ce que vous avez évoqué, sur la proposition du vice-président de l'AMF, sur la question de alléger les contraintes juridico-budgétaires. Là, pour le coup, j'ai des exemples très concrets à vous donner qui font que les instances qui constituent les communautés de communes peuvent assurer le portage. À Saint-Ouen, on participe à un EPT, un établissement public territorial, avec 8 villes, qui s'appelle Pleine Commune, lui-même qui est intégré dans la métropole du Grand Paris. Et on a lancé un plan climat, air, énergie territorial 2026-2032, qui est totalement aligné avec la stratégie nationale bas carbone et la neutralité carbone 2050, et qui fixe des objectifs ambitieux de réduction des émissions de 40% d'ici 2030 et 75% d'ici 2050. Alors vous allez dire, ok, très bien, c'est les grandes masses, mais il faut le portage en termes d'investissement. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ce portage qui constitue 187 millions en termes de trajectoire budgétaire va être porté par l'EPT, l'établissement public territorial. Donc pour répondre à votre question, c'est moins comment on arrive à réalléger les contraintes budgétaires, parce qu'il faut quand même avoir des garde-fous pour les villes. Je vous rappelle que, contrairement à l'État, les villes sont obligées de voter leur budget à l'équilibre.
c'est Duralex, Sedlex. Il n'y a pas de possibilité de cavalerie, comme on peut le lire, ou de faire n'importe quoi. Hier, je vote mon budget, je suis obligé de le voter à l'équilibre. En revanche, puisqu'on s'intègre, on s'inclut dans une perspective calendaire sur 10 ans au minimum, et lorsqu'on n'a pas les moyens de cette ambition, il faut mutualiser les moyens. C'est ce qui a été évoqué en filigrane par Xavier sur les différents dispositifs techniques pour pouvoir faire bénéficier aux administrés la capacité à aller chercher les dispositifs. Mais là, sur ce que vous avez évoqué, cher monsieur, il peut y avoir un portage avec une capacité d'endettement sur le moyen long terme au regard des investissements, d'autant plus que ce sont des investissements qui souvent sont intercommunaux. Quand vous allez chercher, quand vous allez creuser, moi j'ai une usine de chauffage chez moi, c'est PCU, j'ai une usine de traitement de la déchetterie, le SICTOM. Lorsqu'on entame les travaux, je suis obligé de composer avec mon ami maire de Clichy, bien qu'il soit de droite, et mon ami de Saint-Denis, bien qu'il soit socialiste, et mon ami de l'île Saint-Denis, bien qu'il soit écologiste. Donc si jamais derrière on n'arrive pas à s'entendre sur le plan politique, on est mort. Mais derrière, ce qui nous donne la possibilité de pouvoir porter cet investissement de plusieurs millions sans altérer notre marge de manœuvre budgétaire, c'est l'EPT, c'est l'établissement public territorial. Donc la proposition du vice-maire, du vice-président de l'AMF est bonne, mais je pense qu'elle doit être portée par les intercos. Et les intercos, pour le coup, lorsqu'on parle de millefeuille institutionnel, doivent se focaliser sur les grands travaux d'investissement, de transition énergétique, métropole, département et interco. Et on ne va pas rouvrir le débat, mais je pense que si on pouvait faire à terme 1 en 3 ou 3 en 1, ce serait, je pense, en termes de bénéfices social, économique et financier, nettement plus efficace en direction des administrés. On voit bien donc l'importance des collectivités locales dans ces sujets de la transition énergétique et les projets qui doivent être appliqués. Mais on a tous une inquiétude sur est-ce que vous êtes entendus depuis qu'il n'y a plus donc depuis qu'on a mis en place le cumul des mandats, effectivement. Est-ce que vos paroles, vos engagements et vos demandes sont bien intégrées par l'exécutif dans les projets de loi? Il fut un temps, avant 2012, effectivement, on pouvait être parlementaire et maire. Et si Dominique Bussereau a pu faire ce qu'il a pu faire et penser comme il pense, c'est parce que le mardi, mercredi, jeudi, il était au Parlement, et le vendredi, samedi, dimanche, lundi, il était dans sa circo, et on lui remontait les sujets très concrets de la Charente. Maritime. J'ai pas fini. J'ai un silence. Petit silence. Charente, maritime. Ouais. Charente, maritime. Je l'ai fait à la Bussereau. C'est vrai. Et ça a été une bêtise monumentale. On voulait être plus royaliste que le roi, en se la jouant, écoutez, non-cumul des mandats. On était dans une période en 2012 où il fallait liquider tout ce qui avait été fait avant, ce qui était d'une stupidité incroyable, et supprimer le cumul des mandats a été une grosse bêtise. On a une partie des parlementaires qui sont déconnectés du terrain, et on a une partie des élus de terrain qui sont découragés parce que une partie des mesures qui sont prises ne répondent pas à 100% de l'expression des besoins de leurs administrés. Donc derrière, est-ce qu'il y a un découragement? Oui. Preuve en est, il y a une bonne partie des maires qui refusent de repartir. On n'a jamais eu autant de démissions ces 6 dernières années en cours de mandat. Au-delà, en plus de la précarisation du statut de l'élu, même si le statut de l'élu qui a été adopté la semaine dernière, l'attaque de plus en plus violente sur le plan psychologique, sur le plan physique, sur le plan familial des élus. Donc, par rapport à ce que tu évoquais, Gilles, oui, il y a un sujet. Il y a un sujet qui est plus profond parce que ça fragilise le ciment de notre République. Et comme ça a été dit dans le propos introductif,
les personnes les plus appréciées, mais au-delà du côté appréciation sur le plan sentimental, auxquelles on se tourne le plus, ce sont les maires. Et si les maires ont les ambitions de leurs moyens et pas les moyens de leurs ambitions, ça risque d'accélérer une espèce de collapsus du statut et des élus, et surtout du rapport avec la citoyenneté. Moi, à titre personnel, vous l'aviez un peu soulevé au début de votre échange, tous les deux. On voit bien qu'effectivement, dans les prises de parole, soit dans les médias, soit par les hommes et les femmes politiques, que dans votre campagne électorale pour les municipales, les sujets de défense, les sujets de pouvoir d'achat, les sujets d'émigration vont certainement prendre le débat. Comment vous, dans votre programme, vous allez pouvoir faire ressortir effectivement nos sujets sur la transition énergétique? J'ai toujours combattu l'écologie punitive d'une partie des politiques. Et j'ai toujours combattu le fait que ce sujet-là soit l'apanage ou l'exclusivité d'un clan, d'un parti ou d'une faction politique. Il faut revenir back to basic. Lorsqu'on parle de transition écologique, c'est comment on arrive à mieux se chauffer, comment on arrive à mieux se loger, comment on arrive à mieux se déplacer et comment on arrive à mieux manger. Et il n'y a pas, en tout cas à mon sens, un projet politique qui soit au niveau local, au niveau national, au niveau international, qui ne peut pas intégrer ces éléments. Le sujet, c'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on considère que les collectivités territoriales et les maires sont omnipotents et détiennent l'omniscience et ont la capacité de pouvoir tout gérer tout seul, ce qui renvoie aux contraintes budgétaires que vous avez évoquées et les contraintes techniques et les contraintes institutionnelles, ou est-ce que derrière, on arrive à tabler sur un partenariat fécond avec la sphère privée? Et c'est ce que je dis à chaque fois quand je discute avec les Total, les Engie, certains promoteurs même. Il faut arrêter de diaboliser. Lorsque j'étais à Belém, ça faisait l'objet d'une des discussions avec certains militants associatifs. Il faut arrêter de diaboliser ou d'avoir une vision totalement binaire entre sphère publique et sphère privée sur la question de la transition énergétique. Donc, pour répondre très précisément à cette question, il n'y a pas un domaine, que ce soit la culture, le logement, la petite enfance, l'urbanisme, la gestion des espaces publics, et donc les finances, qui n'intègrent pas cette question de transition énergétique. Elle est transversale, elle est réelle, et elle doit améliorer la vie des gens avec un aspect social, économique et politique. Le moyen, le portage, tout dépend des niveaux institutionnels, soit on travaille avec le département, soit avec les EPT, mais surtout, j'insiste là-dessus, dans une ville comme la mienne, où il y a plus de 5000 entreprises répertoriées dans le registre des commerces, on doit travailler avec les groupes et sortir de cette vision qui consiste à se dire, dès qu'on a une entreprise, c'est pollueur, et donc pollueur, payeur et condamné, et responsabiliser encore plus les politiques quant à la capacité de transformer en termes d'investissement à moyen et long terme tout un territoire sur ces questions-là. Je me permets un commentaire, je partage complètement ce que tu as dit. J'ajoute dans les dossiers chauds des municipales les mobilités. On est très clair que les mobilités, la capacité à décarboner les mobilités existantes et à augmenter les mobilités par le transport public, ça va être très important, avec un dossier auquel il faut faire très attention, parce que ce n'est pas un dossier gauche-droite, ni écolo, pas écolo, c'est un dossier de bon sens. Il y a une mauvaise idée qui circule actuellement dans beaucoup d'endroits en France, c'est la gratuité. Or, ce qui veut dire que quand on fait la gratuité, par exemple à Montpellier, j'ai rien contre Delafosse, qui est un excellent maire, il n'empêche que ça veut dire que c'est uniquement le contribuable et les entreprises, par le biais des versements mobilité, qui payent. Et ça, c'est pas une bonne idée, parce que si on veut améliorer la qualité des transports publics, améliorer l'offre dont les gens ont besoin, mieux intégrer, tu viens de le dire à l'instant, les besoins des entreprises. Parce que les entreprises qui versent le versement mobilité, elles voudraient aussi pouvoir être associées au choix des circuits, au choix des dessertes,
un ensemble de grands choix où elles ne sont pas pour l'instant associées dans l'organisation actuelle des autorités organisatrices. Voilà, et donc je pense qu'il faut faire, et d'ailleurs tout le monde le dit à gauche comme à droite dans notre pays, faire attention à ne pas se prendre au jeu de la gratuité. J'entends M. Jean-Michel Aulas, qui sera peut-être le prochain maire de Lyon, dire ça. J'entends Christian Estrosi, qui a déjà fait la gratuité pour les plus âgés, maintenant il l'annonce pour les plus jeunes. Quand on ne paye pas, on bloque le développement du transport public. Il y a un niveau de dépenses sur recettes minimum, qui est d'ailleurs tenu actuellement à Lyon, mais qu'il faut garder. Donc faisons attention, dans ce débat municipal, il y a des thèmes très porteurs, comme ceux que tu viens d'évoquer, et il faut faire attention à ne pas tomber dans la démagogie de la gratuité du transport, qui est le plus mauvais service à rendre à la décarbonation dans l'avenir. D'autant plus que si on s'autorise une seconde de cynisme, il n'y a pas de corrélation entre gratuité et gain électoral. Moi, je rajouterais sur la notion de gratuité un aspect civique, un aspect républicain et un aspect rapport avec le bien public. Et je raconte cette anecdote parce que je parlais souvent d'un échange que j'ai eu avec ma mère il y a quelques années, où donc ma mère touche une retraite relativement basse, donc 800 € par mois. Donc, à l'époque, elle bénéficiait de la CMU. Donc, CMU, vous savez ce que c'est. Et partant en vacances, prenait 5, 6, 7 boîtes de Doliprane. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec cette boîte de Doliprane? T'es malade. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette boîte de Doliprane? Elle me dit, de toute façon, je vais pouvoir les donner à ceux qui en ont besoin, d'autant plus que c'est gratuit. Là, je suis devenu malade, c'est à 20 ans de ça. Je dis, mais non, c'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Tu payes, on paye, nous payons. Et donc, il y a un rapport avec le bien public, la gratuité, qui déresponsabilise et qui abîme le politique au sens noble du terme. C'est un des points qui, soit les transports gratuits, donc ça. Et je suis issu d'une famille très populaire, très modeste. En revanche, il peut y avoir. Et en plus, il y a un élément qui est déterminant dans le ciment républicain, c'est donner la dignité et la fierté aux gens. Lorsque les gens paient de façon équitable, de façon égalitaire, on leur donne leur fierté et leur dignité. La gratuité, ça altère la dignité et la fierté des gens. Sur la tension entre la transition et le pouvoir d'achat. Parce que là, on a parlé du millefeuille administratif, des interactions entre l'entreprise, les collectivités, etc. Mais comment faire pour embarquer la population, alors qu'on a vu ces dernières années une inflation absolument incroyable dans l'énergie et dans les transports, etc. Et est-ce qu'il y a un moyen, selon vous, pour embarquer la population de sorte qu'elle oublie un peu qu'elle n'oublie pas la fin du mois et tout en se souciant de la fin du monde? Vous ne pourrez pas sensibiliser les personnes sur la fin du monde si vous n'arrivez pas à régler les sujets de la fin du mois ou si vous les opposez. Je pense que pour reprendre Descartes, le bon sens est la chose la mieux partagée par toutes et tous. En revanche, il faut montrer comment ce sujet de la fin du monde, les premières victimes collatérales, c'est ceux justement qui subissent les affres des problèmes de la fin du mois. Les problèmes de la pollution, les problèmes de mobilité, les problèmes de fracture énergétique. Les premières victimes collatérales, c'est les classes populaires et les classes moyennes. Donc c'est là où, pour le coup, il y a un véritable projet politique qui doit consister à expliquer que, il faut prévenir, il faut former. C'est l'objectif de... Quand je pars avec une vingtaine de jeunes à Belém, c'est justement pour leur expliquer que la question de la fin du monde, comme la question de la fin du mois, est une question qui est transclasse et dont les premières victimes collatérales, ce sont leurs parents et leurs grands-parents. Comment on y arrive ? On y arrive en faisant de la politique, on y arrive en expliquant que derrière, lorsqu'on touche 1 000 € par mois,
eh bien, c'est pas normal qu'il y ait 40% ou 50% de son poste budgétaire qui soit dédié au chauffage ou à son logement. On se bat en se disant qu'aujourd'hui, manger bio, bien se nourrir, bien s'alimenter, ce n'est pas quelque chose de bobo ou de catégorie supérieure et que ce n'est pas forcément plus cher. Donc c'est un projet politique. On se bat pour faire en sorte que pardonne-moi, j'en ai pour 1 minute. On se bat pour faire en sorte que les mobilités, le projet, la Société du Grand Paris, Société du Grand Projet, ce n'est pas un projet gauche-droite, mais c'est un véritable projet républicain qui permet de substituer les radiales où, lorsqu'on est à Argenteuil et on veut aller à Besançon ou à Weimar, on est obligé de repasser par le centre de Paris. Et si on avait plus de rocades, on aurait plus de logements, on aurait moins de pollution, on aurait plus de services publics, etc., etc. Donc pour répondre à votre question, c'est sortir de ce côté écologie culpabilisatrice, qui était en plus focalisé sur un côté une arrogance culpabilisatrice de certaines et certains, et mettre l'accent sur 80% des mesures vont partir du local. C'est pour ça que moi je crois énormément au territoire, que ce qui soit privé ou public ou associatif. Justement sur cette question des mobilités, où de toute manière l'enjeu c'est comment on fait pour accélérer l'électrification des usages, hein, puisque la voiture demain, la question quand est-ce que c'est demain, elle sera électrique. Hier on se posait pas la question. Notre véhicule roulait au carburant et donc on allait globalement dans une station-service, et la station-service elle était financée par une boîte privée ou par son entreprise quand on était une entreprise. Comment on fait demain sur le sujet de la recharge électrique pour justement avancer sur ce que vous prônez, ce sujet de cofinancement public-privé, parce que si on veut demain qu'il y ait plus de recharge électrique sur la voie publique pour qu'il y ait plus de véhicules et que ça soit plus facile, je pense qu'il faut de toute manière que ça soit une association entre nos deux mondes pour financer cette transition. Les municipalités, les communes, les communautés de communes n'auront jamais les budgets pour financer intégralement cette transition et la recharge. Le président de la métropole Oyer a un bon programme là-dessus. Et effectivement, nous, ville, on ne peut pas porter à 100% parce que limité financièrement. Et je pense que pour le coup, lorsqu'on parle de millefeuille, lorsqu'on parle de focale et de focalisation sur, en termes de prérogatives, que ce soit pour le département ou les métropoles, je pense que le département et ou la métropole doivent porter ce projet-là. La métropole du Grand Paris le porte. Il y a un projet borne. En revanche, c'est toujours le même sujet. C'est l'investissement et ensuite le fonctionnement. Donc nous, par exemple, on a multiplié les bornes dans notre ville, mais les coûts cachés, c'est plus de 30% en termes de fonctionnement. Donc pour répondre à votre question, c'est oui, il faut le faire. Il faut le faire avec soit la métropole, soit le département. Ça peut être une de leurs prérogatives, ou la région. Mais il faut que ça soit une des prérogatives, comme c'est la prérogative de la région de construire des lycées, d'entretenir le bâtimentaire. Et il faut que ce soit clair sur le fonctionnement pour pas que ce soit porté par les collectivités territoriales, parce que ce sera uniquement des déclarations de principe en disant on a un super portage sur les bornes électriques et on se retrouve avec un taux d'investissement réalisé qui ne dépasse pas les 20%. Je ne partage pas votre avis sur la nécessité de demander aux collectivités d'assurer l'investissement et en plus la maintenance, donc le fonctionnement des équipements IRVE. Pour quelles raisons ? D'abord parce qu'elles n'ont pas les moyens. Les collectivités, en termes de financement, en termes d'investissement, sont toutes à l'os. Et en plus, on a un effet aggravant, c'est que dans la plupart des collectivités en France, les hypercentres-villes sont classés parce qu'ils ont une église. Et donc, les coûts induits par les périmètres classés en supplément sont juste exorbitants au regard de la capacité de financement des collectivités. En revanche, il existe aujourd'hui un certain nombre de consortiums qui ont été mis en place, des consortiums qui ne disent pas leur nom, et qui allient à la fois des opérateurs IRVE, des investisseurs, des fonds d'investissement, le cas échéant des énergéticiens,
et qui permettent d'assurer sur des investissements avec un amortissement au long terme, je parle de 15, 18 et 20 ans, les équipements des collectivités. Et ce à quoi on se heurte aujourd'hui, c'est beaucoup plus la frilosité des élus. Acceptons-en l'augure, hein, c'est une réalité objective sur l'ensemble du territoire, parce que le monde automobile a lui-même émis des messages qui étaient parfois divergents. Et quand on dit, attention, on va reculer la date d'obligation de passer à l'électrique, enfin au full électrique, eh bien, on envoie un message divergent qui confirme en fait la frilosité des élus. Et de ce point de vue, l'État a un message extrêmement fort à passer pour conforter les régies automobiles, les grandes régies automobiles, dans leur volonté de passer au full électrique, et derrière, de mettre en place ces éléments de financement qui sont assez vertueux pour la collectivité, qui reste dans son métier en tant qu'elle autorise l'implantation et qui a des gains, parce que quand vous mettez des bornes dans une collectivité, vous avez une occupation du domaine public qui sont autant de gains pour la collectivité, avec en plus un pourcentage sur les recharges. Et là, on rentre dans un système vertueux pour les collectivités. La ville de Paris, avec Bélib, ils ont choisi, bon, en l'occurrence c'est nous, mais ils ont choisi un acteur privé qui a complètement cofinancé. La ville de Paris est rémunérée sur l'emplacement et sur la recharge. Et je pense que de toute manière, on ira demain vers des systèmes privés, mais il faut pour ça, et j'ai bien aimé votre réponse, qu'on passe à un niveau suffisamment important de collectivité pour que, entre guillemets, on attire les financeurs, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire à l'étape de la municipalité pour quelques bornes. La métropole du Grand Paris, ça fonctionne. Je ne dis pas que les communes doivent porter ça, parce qu'effectivement, au-delà du souci juridique, protection des centres, sur le plan patrimonial, il y a un sujet, c'est comment on arrive à avoir une économie d'échelle pour pouvoir se mettre en perspective avec un partenariat public-privé, parce qu'effectivement, en plus, le privé est prêt, et les dispositifs existent, et le savoir-faire existe. C'était ça mon périmètre de réponse. Si, comme je vous le souhaite, vous êtes réélu maire en mars prochain, quelle serait la principale action, votre priorité d'action dans le domaine énergétique? Et question subsidiaire, est-ce que l'absence d'une PPE peut gêner vos actions? Est-ce que vous pensez facilement atteindre le but final du décret tertiaire qui est moins 60% de conso en 2050? Merci. Beaucoup de nous, Alain Charot, la Fabrique écologique, nous sommes actuellement un groupe de réflexion sur la production locale d'énergie. Avez-vous, de ce point de vue-là, des projets ou des réalisations? Et puisqu'il s'avère que dans les auditions que nous faisons, nous voyons que les responsables, les maires, les présidents de communautés de communes voient essentiellement ce type d'opération, la production locale d'énergie, comme un outil de développement économique de leur territoire. On aimerait avoir votre avis à ce sujet. Très bien. Sur le décret tertiaire, oui, c'est l'ambition, et je le porte, quel que soit mon niveau de responsabilité. Je fais énormément de lobbying en ce sens. Sur la production d'énergie en maximisant les circuits courts, j'ai été une des premières villes à promouvoir les photovoltaïques, donc il y a plusieurs succès là-dessus, avec notamment un cadre de référence que j'apprécie. Comme j'aime bien travailler avec la sphère privée sans caricaturer, sans diaboliser, bien au contraire, en allant chercher les bons profils, j'aime bien travailler aussi avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui font du super bon boulot. Quant à une des premières, c'est plus une vision qu'une mesure, c'est-à-dire que se réapproprier l'espace fluvial. Pendant longtemps, dans une ville comme la nôtre, on a considéré que la Seine était juste un élément parmi tant d'autres, et on a tourné le dos à la Seine. Je pars du principe que, et tu l'as évoqué, la mobilité, la Seine doit être un élément qui doit nous donner la possibilité sur le plan économique, sur le plan touristique, mais aussi sur le plan du transport, d'être un élément consubstantiel de notre territoire. Donc ça, c'est une des premières visions qui a comme corollaire réaménager tous les quais et revoir fin du monde et fin du mois. La fin du mois et la fin du monde, c'est le rapport avec l'eau.
avec tout ce que ça comporte, que ce soit sur le plan national comme sur le plan international, avec la raréfaction de l'eau, mais aussi l'impact psychosocial que l'eau a. Donc j'ai parlé du transport, j'ai parlé de l'aspect eau. Comment se chauffer différemment, mieux, sans impact économique, pas uniquement pour les logements sociaux où la puissance publique joue un rôle, mais aussi pour et c'est pas du tout un terme irrespectueux, mais je pense aux petites copros et aux petits propriétaires qui ne sont pas forcément des multimillionnaires ou des multimilliardaires et qu'il faut aider, qu'il faut sortir de cette espèce d'idéologie parce qu'ils sont propriétaires, ils sont riches, donc on les laisse se débrouiller. Non, il faut voir avec ces petits propriétaires qui ont pu bénéficier d'un parcours résidentiel sur 2-3 générations et qui pourront avoir leurs biens, mais qui s'appauvrissent à cause justement de l'augmentation de la facture énergétique. Donc la puissance publique doit jouer un rôle, ce qui n'est pas déconnecté de ce qui a été discuté sur l'optimisation des différents dispositifs, prime rénov, etc. etc. Et voilà, j'ai répondu aux trois questions. Oui. Donc, les deux dernières questions. Le décret, l'économie sociale et solidaire. J'ai juste une remarque et après une question. La première remarque, c'est concernant l'association. On a fait une enquête avec IFOP sur les Français et le virage électrique. Il en ressort, je dirais malheureusement pour l'électrification des usages, il en ressort, je dirais une conclusion qui indique que les Français ne se sentent pas en sécurité électrique, ne souhaitent pas, s'ils sont intéressés par l'électrification, mais se pose la question énergétique, la question du prix, pardon. Donc ça, c'est juste une remarque. Ensuite, j'ai une remarque sur les bâtiments. Nous sommes un certificateur de bâtiments. Nous contribuons à certifier les logements qui réduisent leur impact carbone, qui améliorent le confort, qui prônent aussi l'usage électrique. Mais là aussi, un constat, et cette fois un constat interne, nous certifions des bâtiments qui, alors vous aurez compris mon point de vue, mais qui étaient au gaz et qui, même s'ils passent de catégorie G, F à E, voire à D, restent au gaz. Donc quand on est en train de parler de diminuer l'impact carbone, de limiter les effets de CO2, de GES, etc., est-ce que vous, en tant que maire, est-ce que vous avez une politique, je dirais, volontariste, dans le sens de est-ce qu'on est pour la réduction du gaz plutôt que et la promotion évidemment de l'électricité, parce que 95% des ouvrages que nous avons certifiés étaient au gaz et restent au gaz. Vous avez complètement raison. C'est incroyable comment la bataille, elle est, comme dirait d'aucuns, est culturelle avant d'être économique. Il y a cette espèce de fantasme dans l'inconscient collectif que dès qu'on parle d'électricité, c'est explosion de la facture. Donc, et c'est là où tout ce qui a été dit tout au long de cette matinée, le partenariat avec les professionnels du domaine, entre les acteurs politiques du territoire et les acteurs privés du territoire, doit être totalement fécond. Donc oui, on est pour la promotion de l'électricité. Oui, on est pour la promotion la baisse considérable des émissions de gaz à effet de serre. Oui, tous les niveaux projets dans le cadre d'un projet, d'un pluriannuel d'investissement qui doit s'intégrer sur 10 ans avec un portage fort des institutions intermédiaires doit être déterminant. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur le maire, de la nécessité de trouver le bon équilibre des compétences entre les différentes strates du millefeuille. Sur les enjeux de transition énergétique, quels sont les principaux points de blocage que vous identifiez et quelle serait pour vous la bonne répartition des compétences ? Du coup, ce qui me permet de rebondir sur la question, je pense qu'il faut vraiment un big bang institutionnel puisqu'on ne peut plus continuer à travailler de la sorte. Aujourd'hui, on va jusqu'à 8 strates entre la ville, la communauté de communes, le département, la région, la métropole, l'État, l'Europe. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et du coup, avec en plus la suppression du rôle de député-maire, vous avez un discrédit de l'intérêt à avoir des politiques alimentant les populismes. Ils ne servent à rien, on sait où ça se décide, avec en plus une ultra-centralisation qui altère toute dynamique citoyenne.
Donc moi, ce que je pense, c'est pour tout ce qui est sujet de proximité, d'hyper-proximité, les maires. Pour tout ce qui est sujet économie d'échelle, économique, transport, transition énergétique, il faut un maillon intermédiaire, que ce soit les régions, les départements, les métropoles. Et ensuite, le régalien, l'État. Je pense qu'à terme, pour éviter une déperdition, moi je suis contre le millefeuille, je suis bien sûr pour l'optimisation, mais je suis contre le millefeuille. Et au bout d'un moment, on ne peut plus continuer comme on a fait ces 30 dernières années. Il faut concentrer, optimiser sur 3 niveaux, avec un niveau hyper proximité, un niveau économie d'échelle qui comportera tout ce qui est projet sur 10 ans, 15 ans. Je pense au transport, je pense à l'attractivité, je pense à la transition énergétique, je pense... Pardon ? Département, région, métropole. Il faut revoir ces 3. La Cour des comptes, là pour le coup, je regarde Xavier, ça ne va pas le faire sourire, mais Eric Woerth avait fait un super rapport sur la Cour des comptes sur... Voilà. Ben voilà. Woerth saison 1 avait fait un très bon rapport il y a quelques années, repris par la Cour des comptes sur l'optimisation des institutions. Et je pense que la politique énergétique peut être portée par ce maillon numéro 2 territorial. Voilà, ben ça fait une très belle conclusion. J'en ai pas une supplémentaire. Le débat est posé et ouvert. Et merci de toutes vos questions très pertinentes. Et merci à toi, Karim, de ta présence des potrons minés dans Paris. Et merci, c'était vraiment un honneur et un plaisir d'échanger, de débattre. Merci pour le respect, merci pour l'écoute, merci pour la qualité de l'échange. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Merci. On aurait aimé que ça soit plus long. Exactement. Mais parce que, et je terminerai là-dessus, c'est vraiment, et c'est pas du tout de la flatterie conventionnelle, mais c'est hyper plaisant de débattre avec des personnes qui maîtrisent parfaitement le réel. J'appelle ça la politique du réel. On est tellement, hier, conseil municipal jusqu'à 1h, on est tellement emprisonné par des postures, que ce soit des postures lors des émissions journalistiques, médiatiques, où chacun dans sa posture. Avant d'arriver, je voyais, il y avait les gars de la France Insoumise qui étaient sur France Info, je dis encore des postures, ou hier au conseil municipal, certaines postures. Là, j'aime bien l'interactivité, j'ai beaucoup appris, pris beaucoup de plaisir, et j'espère avoir l'occasion de revenir après les élections municipales pour pouvoir échanger sur ce qu'on est en train de faire, ce qu'on va faire et comment on peut le faire ensemble. Donc merci encore.